Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Nous allons commencer avec Gilles Candard, continuer plutôt avec Gilles Candard, que l'on ne présente plus, président de la Société d'études jaurésiennes, administrateur aussi de la Fondation Jean Jaurès. Et donc Gilles Candard va nous parler de Jean Poprennes et des intellectuels, et on va voir donc Colette Audry notamment arriver. Vous avez 20 minutes. Merci, je vais essayer. Et pour parler évidemment un petit peu aussi de l'origine de la communication, comme l'ont fait certains collègues, je vais dire que je transgresse ce qui était pour moi une règle que m'avait enseignée Madeleine Robert-You. Il ne faut jamais parler, jamais traiter de sujets auxquels on a été lié comme militant. Or, il se trouve que, comme j'ai milité autrefois au Parti communiste et puis après au Parti socialiste, et que j'ai parfois été, mais sans tout à fait dans ma section, militant popreniste, je ne devrais absolument pas parler du sujet qu'on m'a demandé. Donc c'est vraiment là une transgression que je commets pour la bonne cause, parce que précisément il a été question de Colette Audry, Séverine Liattard qui a consacré une thèse importante sur Colette Audry ne pouvait pas venir aujourd'hui, donc on pensait qu'on ne pouvait pas parler de Jean Poprennes sans parler de Colette Audry et effectivement de Léris et de Synthèse Flash, donc que j'avais lu en son temps, que j'avais connu un petit peu. Voilà, disons que je m'appuie largement sur le travail de Séverine Liattard pour parler de Colette Audry ce matin. C'est aussi, je le fais aussi en parlant à propos des intellectuels, en pensant au fait qu'il y a une expression qui était souvent accolée à Jean Poprennes, qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est celle du front de classe. Le front de classe, ça a été vraiment le thème souvent des campagnes, des interventions militantes et autres. Donc le front de classe, l'alliance entre la classe ouvrière et puis la paysannerie, les intellectuels. De manière un petit peu schématique, c'était comme cela que les choses étaient présentées. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on ne dit pas forcément assez, mais la famille de Jean Poprennes fait penser un peu à cette alliance, parce que son père, donc on l'a dit, était instituteur, sa mère était ouvrière dentelière, et lui-même donc devient professeur classique à l'agrégation quand même, et ensuite il a un poste à la Sorbonne de maître assistant, alors que son frère passe par l'enseignement professionnel et devient ouvrier chaudronnier, militant et dirigeant communiste. C'est très rare de voir dans la famille proche être ainsi associés des militants qui ont des parcours professionnels ou sociaux si différents, mais qui donc peuvent être fédérés éventuellement dans le cadre du front de classe, même si c'est toujours plus difficile à l'échelon familial que sans doute au niveau de l'idéologie de la politique nationale. Bien. Alors, à propos des intellectuels, c'est également une des premières remarques qu'on pouvait faire, c'est que Jean Poprennes a effectivement toujours travaillé en compagnie d'autres intellectuels. C'est vrai même, y compris pour le courant tribune du communisme, auquel il appartient au sein du Parti communiste et qui est au moment un peu de son émergence comme acteur politique national. Nous avons eu, sous l'organisation de Jean-François Merle, un institut Tribune socialiste, toute une session sur Tribune du communisme qui était présidée par Michel Perrault. Je crois qu'elle est toujours facilement accessible par Internet. Et effectivement, c'est un tout petit courant. Je crois qu'il compte officiellement 48 personnes. Mais sur ces 48 personnes, rien qu'en regardant la liste aujourd'hui, on voit les noms de Michel Perrault elle-même, François Furet, Jacques Ozouf, Mona Ozouf, Olivier Revaud-Danone, Serge Mallet, donc quand même un certain nombre d'intellectuels qui ont compté énormément dans la gauche de la deuxième moitié du XXe siècle, même si très souvent, effectivement, il suffit de dire ces noms pour se rendre compte que les noms ont compté, mais que ce groupe d'intellectuels critiques qui se séparent du communisme après le 20e congrès et l'intervention en Hongrie
ne sont pas restés dans les mêmes analyses politiques et idéologiques. Ils ont évidemment, ils sont répartis, disons, sur les différents zones, enfin les différents cases de l'échiquier de la gauche et animés des réflexions qui n'étaient pas forcément convergentes. Mais il y a déjà, disons, le souci du travail intellectuel qu'on rencontre et que Jean Poprennes va reprendre une fois qu'il a intégré donc le Parti socialiste unifié, en jouant évidemment du fait que, certes, son courant n'est pas très massif sur le plan du nombre des adhérents, même s'il y a des personnalités, mais que comme le PSU naît de la rencontre de deux organisations principales, le PSA et l'UGS, qui n'ont pas forcément toujours des rapports très faciles, c'est toujours plus commode quand on prépare une union d'avoir un peu un troisième, surtout très minoritaire, qui peut parfois, disons, permettre de jouer soit les équilibres, soit d'aller voir ailleurs, etc. Enfin, ça pouvait être à un moment, disons, sa fonction. C'est en tout cas au sein du PSU que Jean Poprennes va rencontrer Colette Audry, qui ne vient pas, elle, de Tribune du communisme, elle vient de l'UGS. C'est aussi une agrégée, mais des lettres, mais c'est aussi une normanienne, c'est quelqu'un qui a un autre passé militant que celui de Jean Poprennes, puisqu'elle a appartenu à la CGTU, à la SFIO, mais dans la tendance gauche révolutionnaire de Pivert, de Marceau Pivert, puis donc du Parti socialiste ouvrier paysan, Résistance également, grande amie de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre, d'Edgar Morin, quelqu'un déjà de repéré dans le monde littéraire et intellectuel, puisqu'elle a obtenu elle obtient tout au début de sa période PSU le prix Médicis pour Derrière la baignoire, qui reste, je crois, son plus grand succès littéraire. Il est intéressant aussi de retrouver les circonstances dans lesquelles Colette Audry et Poprennes font connaissance, car c'est également assez intéressant, disons, pour un aspect qui n'a pas toujours été abordé, disons, du positionnement de Jean Poprennes. C'est aussi autour de thèmes assez féministes et assez précurseurs, puisqu'il semble qu'il se rencontre autour du combat pour le contrôle de naissance, animé par le mouvement français pour le planning familial, qui prend ce nom en 1960, même s'il existait sous une autre appellation depuis 1956. C'était la maternité heureuse avant. Vous voyez qu'avec le planning familial, on passe à un vocabulaire plus moderne. Colette Audry milite depuis les origines dans cette association. Elle a essayé de convaincre d'ailleurs le Parti communiste et Jeannette Vermeersch de les soutenir, mais cela n'a pas marché, comme chacun le sait, avec Jeannette Vermeersch qui défendait des positions tout à fait contraires à l'intérieur du Parti communiste. Et en fait, Jean Poprennes participe dès le 29 mars 1960 à une conférence débat sur le sujet avec Colette Audry et Marie-André Lagroix-Veille-Allais. Colette Audry, elle, va militer en même temps au mouvement démocratique féminin de Marie-Thérèse Equem, qui est donc proche de François Mitterrand, et disons, elle a une certaine reconnaissance au sein du Parti socialiste unifié, mais elle va s'associer avec Jean Poprennes dans le cadre du courant, on va appeler le courant unitaire du PSU, puisque le courant qui insiste sur la nécessité de l'alliance des gauches FGDS d'un côté et Parti communiste de l'autre, et qui demande que le PSU puisse rejoindre la FGDS en devenant une composante supplémentaire. Donc toute une série de comités, de clubs successifs, après le comité Jean Villard, le comité de liaison pour l'unité et le renouveau de la gauche, puis la fondation de l'Union des groupes et clubs socialistes qui se mettent en place en septembre 1967 et qui sont à l'origine de l'exclusion, finalement, au sein du PSU de Jean Poprennes en décembre 1967. Donc, Poprennes, exclu du PSU, va se retrouver associé à la FGDS, qui lui fait une place disons, discrète et légère. On ne peut pas dire que cette nouvelle structure soit effectivement, elle non plus,
une association de masse. En plus, il se trouve que l'ouverture de l'FGDS à l'UGCS a lieu le 20 avril 1968. Et évidemment, en matière de timing, ça ne tombe pas très bien. La France est vite intéressée par d'autres sujets. Hein, même si on parle parfois, disons, de l'intervention politique de Colette Audry au cours de mai 68 et de son rôle, semble-t-il, pour essayer de rapprocher François Mitterrand et Pierre Mendès France au moment de Charletti. Mais enfin, bon, c'est un autre aspect de l'histoire. C'est à ce moment-là que Colette Audry, disons, on peut dire, s'affirme comme une responsable de l'UGCS dans les perspectives qui sont celles de l'époque. Hein. Alors c'est évidemment assez curieux à relire aujourd'hui. On voit Colette Audry dire qu'il nous faut préparer à pousser à son terme la prochaine secousse qui se produira. Un parti comme celui que nous allons construire doit accepter d'être mis en question. Nous pensons à des assises, mais il ne doit pas s'agir de colloques ou de séminaires. Il s'agit d'aller trouver des gens où ils sont et de les confronter avec ce parti socialiste que nous formons. Et il s'agit également d'aller trouver le parti communiste. Alors, il va y avoir un peu un pas de deux entre l'UGCS et le nouveau parti socialiste qui se met en place à ce moment-là, à partir de 1969, même si l'UGCS décide de se transformer en ERIS, club d'études, de recherche et d'information socialiste, à la fin novembre 1969, et de créer son bulletin synthèse flash. L'UGCS n'est pas, ne participe pas au premier congrès du nouveau Parti socialiste avant la présidentielle, celui où Gaston Defferre va être désigné comme candidat par 60% contre 40% à Alain Savary, mais il participe au deuxième congrès après l'élection et l'échec du tandem Defferre-Mendès France, lorsque justement Savary, appuyé par les bolétistes, réussit à reprendre le contrôle de la direction du Parti socialiste. Au sein du Parti socialiste de Savary et ensuite, très rapidement, il va y avoir une compétition, évidemment, pour savoir qui va représenter la gauche du Parti socialiste entre deux structures possibles, l'ERIS et puis le CRS, dont évidemment il sera à nouveau question. Au fond, au congrès d'Épinay, en principe, l'ERIS a une longueur d'avance puisque la motion a obtenu 12% des suffrages, alors que le CRS n'a que 8,5% des suffrages. Simplement, le CRS fait partie du dispositif gagnant, puisqu'il s'allie avec François Mitterrand, Gaston Defferre et Pierre Mauroy, et il participe à la direction nationale autour de François Mitterrand, et il est évidemment tout de suite mis en vedette avec Jean-Pierre Chevènement chargé du programme, Didier Motchan aux relations avec le tiers-monde, Georges Sarr aux entreprises. Et là, évidemment, l'ERIS subit une première marginalisation, même si très rapidement, l'ERIS cherche à rentrer dans le jeu. Je me souviens d'ailleurs de François Mitterrand évoquant le grand cri de Jean Propraigne pour intégrer la direction nationale, mais ça ne pourra se faire qu'au congrès suivant, ça a été évoqué, avec un poste, la politique industrielle et l'aménagement du territoire. Personnellement, ça m'a fait penser au ministère qui sera donné par François Mitterrand à Michel Rocard en 1981. Je ne sais pas comment l'un et l'autre auraient apprécié ce rapprochement, mais ça m'a pas donné l'impression d'être, un cadeau royal qui était fait à cette nouvelle tendance. Dans le fonctionnement de l'ERIS, je trouve, pour prolonger un peu ce que a dit Comsimien sur, l'historiographie, que ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'ambition, finalement une ambition qui peut paraître assez modeste de synthèse flash et, situable historiographiquement. Il s'agit de ramasser et classer les faits essentiels, dégager la relation de ces faits entre eux, remplir la tâche pédagogique de présentation, de classement et d'explication rapide des faits, être un guide d'information. Je trouve que ça fait beaucoup penser à l'introduction à la méthode historique de Langlois et Seignobos. Donc c'est tout un âge un petit peu de l'historiographie. C'est tout un rapport finalement assez pédagogique au travail militant et au travail intellectuel. Mais il y a peut-être déjà l'idée qui va être un petit peu la marque
disons, de fabrique de l'hérisme au sein du Parti socialiste. Je ne sais pas s'ils ont eu tort ou raison, d'ailleurs, sur un plan de, disons, de positionnement gagné, mais ils vont toujours prétendre être très attentifs au fait de distinguer ce qui est le travail intellectuel et ce qui est le travail politique, avec une séparation officielle entre les deux. Ce qui peut sans doute se défendre sur le plan, disons, des principes, mais ce qui n'est peut-être pas le meilleur moyen, disons, d'avancer en termes de succès médiatique ou de succès politique. Et finalement, l'évolution des deux prétendants à incarner la gauche du Parti socialiste ne me semble pas leur avoir donné entièrement raison. Alors officiellement, Colette Audry est présidente de l'ERIS depuis 1972 et elle va le rester. Elle va se consacrer essentiellement aux questions de formation, justement, de formation des militants auprès de de Jean Pronto, d'abord, surtout. C'est un autre ancien dirigeant communiste, un petit peu comme Jean Popren, Jean Pronto qui avait été le fondateur, je crois, d'Économie et Politique, si j'ai bonne mémoire, député de la Charente, lui aussi venu de la Résistance. Et ils vont être très actifs, disons, dans les rencontres, séminaires, brochures de l'époque, avec parfois quelques remous. Je pense par exemple à l'histoire du mouvement socialiste de 1972, qui va être très critiquée parce qu'elle se fonde évidemment sur des critiques assez vives contre la SFIO. Donc Jules Mock, qui est encore vivant, va protester évidemment énergiquement dans des revues. Je pense que ça ne plaisait pas évidemment à tout le monde, mais l'important pour le Parti socialiste était de s'afficher comme étant évidemment tout à fait nouveau et ne pas être entaché par les sujets controversés du passé. Donc je pense que ça, pour la direction nationale, ça ne posait pas de problème. Il y a beaucoup de stages, de centres qui sont organisés, avec le souci souvent d'ailleurs de ne pas réserver ce travail forcément disons, de formation à une seule publication. Il y a les cahiers de l'IERIS, bien sûr, qui existent, mais souvent on retrouve, disons, ces réunions, ces centres également dans d'autres journaux, alors soit du Parti socialiste, soit dans des revues qui existent en dehors du Parti socialiste. À la fois, je dirais, là, donc je contreviens au bon principe, ce que j'ai dans mon souvenir personnel, et à la fois ce qui me semble à la relecture apparaître, c'est que la marque de fabrique de cette tendance était d'être un peu spécialisée dans le combat à la fois unitaire pour privilégier l'alliance avec le Parti communiste, mais aussi la confrontation avec le Parti communiste. Les poprénistes étaient localement souvent perçus, me semble-t-il, du moins en tout cas dans le sud des Hauts-de-Seine, ça je peux le dire, comme étant des spécialistes, disons, de l'historiographie communiste et du rapport avec les partis communistes. L'union est un combat, c'est une expression forgée par Étienne Fajon en 1975. Depuis 1974, de 1974 à 1981, on peut dire que les relations entre les deux partis de gauche sont des relations qui maintiennent évidemment l'union électorale, mais avec le souci de savoir qui va finalement l'emporter pour être, disons, le parti dominant dans l'alliance. Et les poprénistes ont la réputation, disons, d'être des bons connaisseurs de l'histoire du Parti communiste. Colette Audry y participe elle-même en publiant une brochure intitulée « Néo-stalinisme aux couleurs de la France ou l'Union de la gauche » en 1978, qui sera très utilisée par les militants sur le terrain, suivi par ce qui, à mon sens, est... Je ne sais pas suivi d'ailleurs, c'était précédé par le livre qui, à mon sens, est sans doute celui qui demeure, pas là sur le plan littéraire, mais disons sur le plan idéologique, le plus intéressant de son parcours militant, c'est les militants et leur morale. Les militants et leur morale, dont j'ai entendu encore pas très longtemps Jean-Luc Mélenchon dire le plus grand bien. Il oppose les militants et leur morale à leur morale et la nôtre de Trotsky de 1938, en disant que le point de vue de Colette Audry est bien plus large et bien plus fondé. C'est un ouvrage qui est toujours intéressant de relire parce que ça débouche sur une interrogation du rôle des intellectuels en politique
qui doivent à la fois porter les valeurs de la réflexion et du doute, donc il y a bien un rôle spécifique des intellectuels, mais sans revendiquer un statut privilégié au nom de leur spécificité, voire de leur marginalité, donc avec toujours l'idée qu'en République, en démocratie, fondée sur le suffrage universel, certaines catégories sociales ou certaines positions, disons, dominantes sur le plan intellectuel n'ont pas à prétendre l'emporter sur des points de vue ne disposant pas du même capital intellectuel. Et là, il faudrait parler également du travail de Michel Roginski qui est publié dans les cahiers de l'ERIS. Il faudrait parler aussi du colloque organisé par Jerry Pelikan sur Feu croisé sur le stalinisme, qui a été publié dans la revue politique et parlementaire. Je dirais que c'est un peu la marque de fabrique principale du travail de l'ERIS et du travail de Colette Audry au sein du secteur de formation. Il se complète avec un autre échelon qui est, depuis 1974, l'Institut socialiste d'études et de recherche. Donc Colette Audry va être présidente. Au tout début, ça devait être Gilles Martinet qui en a été d'ailleurs le premier directeur, mais très rapidement, Gilles Martinet est parti dans d'autres sphères d'activité. Et c'est Jean Ponto, à partir de 1975 jusqu'à son décès, en 1984, qui va animer l'ISER avec, là aussi, un programme de séminaires, colloques, rencontres, débats, réunions de groupes de travail, publiés, là aussi, soit dans le bulletin de l'ISER, soit dans des revues différentes, comme le Politique aujourd'hui, Cosmopolitique, la revue politique et parlementaire, et même, j'y ai repensé, le bulletin de la Société d'études jaurésiennes pour le colloque de Mafflier de 1984 sur Marx, Jaurès et le socialisme d'aujourd'hui. Là aussi, d'ailleurs, on voit que l'époque tourne beaucoup autour des relations avec le bloc soviétique, la fin de l'Union soviétique et la remise en cause, disons, du communisme. Donc on voit que c'est quand même ça, disons, un peu la grande figure tutélaire, finalement, qui est en jeu à ce moment-là. Avec la grande espérance qui est celle des socialistes de l'époque, qui est de penser qu'à partir du moment où le communisme va soit devoir se transformer et devenir un communisme démocratique, soit s'effondrer, cela va être l'heure du socialisme démocratique qui va les remplacer. Bon, conviction qui était, je crois, très largement partagée à la fin des années 80, au début des années 90, mais dont nous voyons aujourd'hui toute la complexité, parce que c'est évidemment pas parce que le communisme s'est effondré que le socialisme, en tant que tel, a été appelé à le remplacer, et que finalement les socialistes se retrouvent eux aussi sur la sellette quelques années après. Mais effectivement, les dernières années de l'ISER sont marquées par des rencontres très intéressantes avec, au début, les Yougoslaves. Ça, c'était une tradition, évidemment, liée au titisme qui se poursuivait, mais aussi avec l'Institut du marxisme-léninisme de Moscou, au temps de la glasnost et de la perestroïka, et avec une tentative, disons, d'élargissement de l'ISER. D'ailleurs, j'ai remarqué que étaient intégrés à leur conseil d'administration, même s'ils ne devaient pas se réunir, des noms comme ceux de Maurice Agulon, Maurice Godelier, Alain Lipietz, Jean-Pierre Vernant, Paul-Henri et Marie-Josée Chambard-Delauve, qui et d'ailleurs militant dans ma section, et qui votait d'ailleurs aussi, soit dit en passant, en général, l'émotion du courant Popren. Pierre Uri, ça c'est plutôt évidemment quelqu'un de traditionnel, et même, alors là je ne pense pas qu'il était évidemment popreniste, mais Paul Vigneault faisait partie également des rencontres de l'ISER à la fin de sa vie. Alors la fin de l'ISER est évidemment un peu mélancolique, puisque délaissé par le Parti socialiste après la réélection de 1988, mais c'est à ce moment-là que Jean Popren devient ministre. L'ISER n'a pas trouvé sa place, disons, dans la reconfiguration du Parti socialiste à ce moment-là. René Frégosi a pris plus de place, disons, auprès de Colette Audry, et finalement, disons que les fonctions qui étaient celles de l'ISER vont être dévolues à la Fondation Jean Jaurès, à laquelle pense Pierre Mauroy, qui va se constituer en 1992. Donc, mais il y a un petit moment de hiatus entre la fin de l'ISER et les débuts de la Fondation Jean Jaurès, qui se fait sur des bases un petit peu différentes, sous le patronage de Pierre Mauroy. Donc finalement, je dirais que la Fondation est quelque part un peu comme, oui, enfin à la fois l'enfant, mais un peu avec un petit pas de côté
par rapport à l'Isère. Colette Audry, d'ailleurs, connaît un sort au sein du Parti socialiste qui est un petit peu, lui aussi peut-être pour la femme mélancolique. À la fois, elle est honorée, siège au comité directeur, elle est mise à la présidence du comité directeur, mais quand elle voudra être candidate aux élections européennes, sa candidature ne sera pas retenue en 1979. Bon, mais ça, c'est peut-être le sort aussi de nombreuses encore femmes candidates à des mandats électifs dans les années 90, avant la réforme de fond sur la parité. Néanmoins, je voudrais conclure en terminant avec le dernier ouvrage de Colette Audry qui s'intitulait Rien au-delà, que cite Séverine Liattard, et qui me paraît bien, disons, résumer la conception du travail intellectuel de cette femme, à la fois, et donc écrivaine, théoricienne politique et militante, et qui concluait sur son parcours en disant « Chacun se bat avec ses armes propres. L'important est de mesurer ses responsabilités. La catégorie intellectuelle n'est pas mieux partagée que le reste de l'humanité. Tel est le refus cartésien de l'élitisme. » Voilà, et c'est sur ces mots, je pense que nous pouvons terminer. Merci. Merci beaucoup Gilles Candard, et je passe tout de suite la parole à Pierre-Emmanuel Guigaud, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil et qui va nous parler de Jean Poprennes, ministre de Michel Rocard. Merci beaucoup. Et d'abord, je voudrais commencer par dire que je ne peux pas être soupçonné, comme Gilles Candard, de lien particulier avec le poprennisme, puisque j'ai fait ma thèse, 1, sur Michel Rocard, et 2, qu'il est mort quand j'avais 8 ans. Donc, autant dire que voilà, je ne l'ai malheureusement pas connu. Alors, mon propos va porter effectivement sur Jean Poprennes, ministre, et le fait est que c'est quand même une gageure, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de choses jusqu'à présent. Si on regarde par exemple la biographie Métron de Jean Poprennes, la question de Jean Poprennes, ministre, est liquidée en une ligne, donc c'est vraiment même pas une ligne, d'ailleurs une demi-ligne. Que dans les travaux qui ont été menés jusqu'à présent, par exemple le colloque puis livre qui a été dirigé par Alain Bergouignou et Mathieu Fulat sur le gouvernement Rocard et qui est paru en 2020, je crois, le livre, si je ne me trompe pas, il y a quasiment rien. J'ai fait la recherche à l'intérieur, il est cité une fois, Jean Poprennes, dans le livre. Et mea culpa aussi dans le colloque qu'on co-dirige avec Judith sur François Mitterrand, alors pour la partie politique, sur François Mitterrand de 88 à 91, donc couvrant le gouvernement Rocard. Il a jusqu'à présent très peu été question, sauf dans la communication d'Anne-Laure Olivier, de Jean Poprennes. Donc voilà, c'est vraiment jusqu'à présent un trou béant qu'il faut essayer de combler, que je vais essayer de faire à ma petite échelle avec les petits moyens qui ont été les miens jusqu'à présent. Mais je voudrais quand même vous dire qu'il y a des publications, et notamment saluer la newsletter de l'association Rocard, comme quoi Rocard et Poprennes réconciliés dans la mort, puisque le dernier numéro a été consacré justement aux relations Rocard-Poprennes, évidemment à l'approche de ce colloque. Je vous ai mis une capture d'écran, mais vous pouvez la retrouver en ligne sur le site de l'association Michel Rocard, la newsletter qui s'appelle Conviction, un terme qui aurait été partagé, je pense, par les deux hommes. Alors, il y a tout un paradoxe à voir Jean Poprennes, ministre du gouvernement de Michel Rocard, un double paradoxe, on pourrait dire. Déjà, parce que sans doute on l'attendait ministre plus tôt, et pourquoi pas en 1981, et il devient ministre finalement dans un gouvernement après le grand temps des réformes sociales profondes qui a été celui de 1981. Et on le retrouve par ailleurs ministre d'un Premier ministre dont il ne partageait pas vraiment un rapport personnel très très fort. Ou plutôt, s'il y a un rapport personnel, il est plutôt dans l'animosité de longue date. Ça a été rappelé par Judith, ça a été rappelé par Gilles Candard. Ce sont des vieux ennemis, et des vieux ennemis depuis le PSU. Une époque où ils étaient dans des courants vraiment contradictoires. Je ne reviens pas dessus, puisque ça a été rappelé à plusieurs reprises. Et même à l'intérieur du PS, Jean Poprennes était le principal contempteur, avec d'autres, ils étaient plusieurs dans ce genre-là, avec Jean-Pierre Chevènement notamment, avec bien évidemment certains du courant mitterrandiste, pour attaquer Michel Rocard, qui
qui était décrit comme le rocardestin. Je crois que le terme est inventé par Jean Popren dans Synthèse Flash, rocardestin. Et Jean-Pierre Chevènement dira, lui, la gauche américaine. Et puis, en gros, c'est le social-libéralisme. Hein. Donc, on est vraiment en face de deux hommes que tout opposés, en tout cas, jusqu'en 1988. Alors, comment ça va se passer ? Et puis, j'ajouterais même un troisième paradoxe de Jean Popren, ministre du gouvernement Rocard et ministre de François Mitterrand, c'est qu'il va devoir gérer, en tant que ministre des Relations avec le Parlement, en fait, les relations avec les autres partenaires, puisque le PS n'a pas la majorité absolue en 1988, c'est-à-dire les relations avec les communistes d'un côté qu'il connaît de longue date, ça a été rappelé, et puis de l'autre côté avec les centristes qu'il ne porte pas vraiment dans son cœur. Hein. D'ailleurs, vous allez voir assez rapidement, il va avoir des propos peu amènes à l'égard de l'ouverture. Donc, vous voyez un triple paradoxe à voir Jean Popren, ministre des Relations avec le Parlement, dans le gouvernement de Michel Rocard. Alors, pour ce travail-ci, je me suis appuyé sur le fonds de Michel Rocard, le fonds 680 AP qui est déposé aux Archives nationales. Les carnets de Michel Rocard, donc il notait en fait tout ce qu'il faisait tous les jours, les réunions qu'il avait, les rendez-vous, les rencontres, etc., dans des carnets qu'on a sur la période de la fin des années 70 et sur toute la période de Matignon, entre 88 et 1991. Sur les archives du gigantesque fonds François Mitterrand 4AG5 aux Archives nationales. Et là, je remercie chaleureusement Anne-Laure qui a dépouillé notamment les archives de Marie-Ange Théobald qui s'occupait des relations avec les parlementaires et dans lequel il est pas mal question de Jean Popren, justement. Et puis également des ouvrages de contemporains, en particulier Géraldine Depergue. J'ai même mis la couverture de ses mémoires avec Rocard, donc publié aux éditions de l'Aube il y a quelques années. De Joseph Daniel aussi, je vais y revenir dans quelques instants, et puis également l'ouvrage sur la galaxie rocardienne. Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais il est pas mal question de Jean Popren, de Mathieu Cabanis, donc c'est sa thèse qui va sortir, qui va être éditée en juin aux presses universitaires de Bordeaux, parce que évidemment il y a Géraldine Depergue qui a été interviewée par Mathieu Cabanis, et puis il y a également toute la question des relations à l'intérieur du PS entre le courant Rocard et le courant Popren. Alors, déjà, Jean Popren est-il un ministre attendu finalement du gouvernement Rocard ? Alors oui, si on croit les archives, tout le monde se vante d'avoir voulu la nomination de Jean Popren. C'est le cas à la fois de Michel Rocard, qui le dit explicitement à plusieurs reprises, et notamment dans Si la gauche savait, il dit c'est moi qui ai proposé le nom de Jean Popren à François Mitterrand qui n'y avait pas pensé. Donc il se félicite de cette nomination, qui n'est pas sans arrière-pensée néanmoins. Rocard le dit lui-même, c'est mieux d'avoir un potentiel critique à l'intérieur du gouvernement qu'à l'extérieur. C'est une stratégie d'ailleurs qui a été utilisée à plusieurs reprises dans les gouvernements socialistes. Mieux vaut avoir des ministres potentiellement frondeurs qu'à l'intérieur du parti, pour justement les contrôler, que les laisser dans un parti socialiste où ils pourraient exercer leur parole de frondeur. Alors, néanmoins, du côté de François Mitterrand, on dit la même chose, c'est-à-dire c'est François Mitterrand qui aurait voulu la nomination de Jean Popren parce que c'est un symbole du Parti socialiste, qu'il dirige un courant historique et qui n'avait pas été nommé en 1981. Donc, on veut se rattraper et le nommer ministre. À ce moment-là, c'est notamment ce qu'on retrouve dans la décennie Mitterrand de Pierre Favier et Michel Martin-Roland, dans lequel il dit que c'est François Mitterrand qui aurait voulu Jean Popren, au contraire de Michel Rocard, toujours selon Favier Martin-Roland, qui aurait préféré Roland Dumas, considérant que les talents de diplomate de Roland Dumas auraient été plus efficients comme ministre des Relations avec le Parlement, mais je pense que Roland Dumas n'aurait pas spécialement voulu être à ce poste-là, préférant garder le Quai d'Orsay, bien évidemment. Alors, Jean Popren va donc se retrouver ministre des Relations avec le Parlement. Néanmoins, pour atténuer un peu la vision qui lui est souvent accolée, c'est-à-dire Jean Popren comme un dur du Parti socialiste, très hostile aux centristes, il faut voir que le Jean Popren de 88 n'est plus exactement le Popren des années 70. Il a évolué, il a essayé de théoriser notamment ce qu'on appelle le nouveau compromis social, ou le nouveau contrat social depuis le début des années 80, et donc il est beaucoup plus sur une vision contractuelle au sein de la société, qui en fait n'est pas tellement aux antipodes de ce que veulent les rocardiens. D'ailleurs, Michel Rocard lui-même, j'ai retrouvé des tribunes à la fin des années 90, dit que finalement le tournant social-démocrate du Parti socialiste, c'est Jean Popren.
Alors, je suis pas sûr que Jean Popren aurait accepté cette vision des choses, mais disons que Rocard avait récupéré cette idée en disant ben oui, il avait raison avant tout le monde. Dès le début des années 80, il avait pensé cette idée du nouveau contrat social. Alors, par ailleurs, Jean Popren est là aussi, contrairement peut-être aux attentes de certains et notamment des journalistes, Le Monde par exemple n'hésite pas à titrer un article en parlant de Popren comme le chiffon rouge du gouvernement, qui ne serait pas capable finalement à son poste de trouver des compromis entre les communistes, les centristes et puis le Parti socialiste. Eh bien en réalité, Jean Popren se montre un ministre loyal au sein de ce gouvernement et notamment à l'égard du Premier ministre. Alors il y aura quelques coups de griffe, je vais y revenir tout à l'heure, mais globalement, il n'est pas du tout le plus critique à l'égard de l'action menée par le gouvernement. Il reste loyal et ne critique pas ouvertement l'action qui est menée, même s'il a des désaccords profonds. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, néanmoins, c'est pas non plus le grand amour. Déjà, les deux hommes se voient peu. Et là, je me réfère au carnet de Michel Rocard. J'ai tout repassé méticuleusement sur les 3 années. Et en fait, on n'a quasiment pas de rendez-vous individuel entre les deux. Les seuls moments où les deux se voient, c'est en fait pendant ce qu'on appelle, ce que Rocard appelle la réunion des éléphants le mardi matin, c'est-à-dire en gros la réunion entre le Premier ministre, son cabinet et les dirigeants du Parti socialiste et certains ministres socialistes. Donc là, Jean Popren est souvent présent. Il prend pas beaucoup la parole, mais quand il la prend, c'est plutôt pour nuancer les actions réformatrices qui vont être mises en œuvre. Je vais y revenir dans quelques instants, mais notamment il est plus critique sur la réforme des PTT, il est plus critique sur la politique sociale du gouvernement. Jean Popren a par contre beaucoup plus de relations avec l'Élysée. Et ça, c'est ce qu'on voit bien effectivement dans les archives de Marie-Ange Théobald. Il se voit souvent, alors sans doute pas avec François Mitterrand directement, mais en tout cas, il rencontre régulièrement les conseillers de l'Élysée, Jean-Luc Banquot, Marie-Ange Théobald, pour justement la question de comment on gère le groupe socialiste, comment on trouve des majorités face à l'absence de majorité absolue. Ces bonnes relations, d'ailleurs, il n'hésite pas à les utiliser, parfois même pour surprendre le cabinet de Michel Rocard. J'ai beaucoup aimé l'anecdote à propos d'une note de Jean-Louis Bianco qui dit que le cabinet de Michel Rocard a été surpris du fait que le président ait donné d'abord sa décision à Jean Popren plutôt qu'à Michel Rocard lui-même et plutôt qu'au cabinet, plutôt qu'à Matignon, en préférant que l'ISF soit directement dans le projet de loi de finances, alors que les Rocardiens, visiblement, n'étaient pas au courant à ce moment-là. Donc Popren peut ainsi montrer qu'il a des relations plus étroites avec le président que Rocard lui-même. Alors, néanmoins, Jean Popren n'hésitera pas à faire entendre sa voix critique et à rester l'homme de la gauche du Parti socialiste au sein du gouvernement. Déjà en critiquant ouvertement, donc l'ouverture, c'est cette politique de main tendue qui est menée après l'élection présidentielle de 1988, notamment à l'égard des centristes, dont certains vont entrer dans le gouvernement, Lionel Stoléru, Jean-Pierre Soisson, etc. Donc il est assez critique à l'égard de ça, ce qui lui vaudra même, d'ailleurs paradoxalement, le prix de l'humour politique, le premier prix de l'humour politique en 1989, est décerné à Jean Popren pour la phrase « On a tellement ouvert », donc l'ouverture, que nos électeurs sont sortis. Voilà. Je ne sais pas s'il était très drôle par ailleurs, mais en tout cas, là pour le coup, ça a très très bien marché. Alors, il va donc critiquer cette politique d'ouverture en disant ouvertement, il le fait dans Synthèse Flash en juillet 88, qui préfère le maintien finalement de l'alliance avec les communistes, qui pour lui ont changé, ne sont plus les mêmes là aussi, que d'ouvrir à des centristes dont on ne sait pas trop ce que l'on va faire par la suite et qui sont radicalement, idéologiquement pour lui, différents des socialistes. Alors il va aussi critiquer un certain nombre de politiques menées, mais souvent en interne, très peu en externe. On a peu de critiques directement dans la presse. Alors il va le faire notamment dans la réunion des éléphants à l'égard de la réforme des PTT, à laquelle on avait organisé un colloque il y a quelques années, donc l'association Michel Rocard, l'Institut d'histoire de la Poste, Orange, donc sur cette grande réforme portée par Paul Quilles. Jean Popren, lui, n'est pas du tout enthousiaste. Il dit « Attention à l'affaire des PTT, tel que le coup est parti, c'est un détonateur ». C'est ce qu'il dit d'après ce qu'a noté Michel Rocard en août 1989. Alors, il va être aussi critique, notamment au moment de Creil,
Et ça va laisser des traces durables. On le retrouve beaucoup dans son livre, donc le socialiste, la chute finale, point d'interrogation, puisque il revient beaucoup sur l'affaire de Creil en disant voilà, les socialistes ont abandonné la laïcité à ce moment-là. Il aurait fallu avoir une position beaucoup plus ferme et interdire définitivement le voile à l'école, alors que Lionel Jospin a cherché plutôt une solution de compromis en disant il faut voir au cas par cas et laisser la responsabilité au chef d'établissement. Ce sur quoi Michel Rocard n'est pas en désaccord profond, je parle sous le contrôle de Jean-François Merle. Là, Jean Poprennes est beaucoup plus critique. Il le dit au moment de la réunion des éléphants, en octobre 89. Il parle même de bagarre à venir pour le congrès de Rennes sur cette question, en voulant réaffirmer les principes laïques selon lui. Alors, il n'y a pas que l'affaire du voile qui l'amène à ressortir le discours, on va dire, un peu plus laïcard. Il aurait voulu réouvrir le front de ce qu'on appelle la guerre scolaire, c'est-à-dire de la lutte contre l'enseignement privé catholique dès la campagne de 1988, mais ça n'aura pas lieu. Je pense que François Mitterrand était quelque peu échaudé de cette question depuis 1984 pour ne pas la réouvrir. Donc là, on voit des différences quand même notables, mais qui, encore une fois, sont beaucoup plus soit dans des publications internes comme Synthèse Flash, soit dans des réunions directement entre le Premier ministre et les principaux ténors de son gouvernement. Et puis qui ne sont pas fondamentales et qui ne l'amènent pas à quitter le gouvernement. D'ailleurs, un moment où il aurait pu quitter le gouvernement et où c'était attendu par un certain nombre de gens, c'est la guerre du Golfe, et il fait le choix de rester dans le gouvernement et au contraire de soutenir l'action du gouvernement et l'intervention militaire, là où certains, dans son courant notamment, auraient préféré une prise de distance. Alors, son action va se concentrer donc sur les relations avec sur la construction d'une majorité stéréo, comme on l'a appelé, et telle que y a participé également Guy Carcassonne. Alors, cette construction de la majorité, là aussi, paraît pas aller de soi. J'ai dit tout à l'heure que la presse ironisait sur un ministre qui apparaissait comme un dur, qui par ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde, n'était pas spécialement passionné par le Parlement, et qui va devoir se retrouver à gérer cette situation. Alors il va le faire déjà en forte harmonie avec le cabinet de Matignon, et notamment avec Guy Carcassonne, qui est le maître d'œuvre de cette composition des majorités stéréo, pour aller trouver des compromis impossibles et finalement à trouver des majorités entre d'un côté les communistes et les centristes, qui ont évidemment des visions complètement contradictoires sur à peu près tout. Alors Guy Carcassonne va le faire en bonne entente avec Jean Poprennes. Il y a plutôt des bonnes relations entre les deux, même si malheureusement on n'a pas beaucoup de détails. Guy Carcassonne est plus là pour en témoigner, et puis Jean Poprennes non plus. Deux hommes vont avoir d'excellentes relations dans ce travail-là. C'est Jean-Louis Gentil, qui est je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'espère que oui, qui est le directeur de cabinet de Jean Poprennes. Et les deux, Guy Carcassonne et Jean-Louis Gentil, se sont visiblement très très bien entendus durant cette période-là, jusqu'au départ de Jean-Louis Gentil de la direction du cabinet à l'automne 1990. Les deux sont en plus de très gros fumeurs de cigares. C'est noté par Le Monde, qui doit être un élément absolument capital dans cette cogestion. On a même un peu l'impression d'une répartition des tâches, si j'en crois les archives à la fois Rocard et les archives Mitterrand. En gros, Poprennes et Jean-Louis Gentil s'occupent des communistes, avec lesquels ils ont plutôt des bonnes relations, et Carcassonne et Rocard s'occupent plutôt des centristes. Là, c'est ce qui apparaît dans les cartons d'archives. Alors, par ailleurs, on a un ministre qui se montre soucieux à plusieurs reprises du travail parlementaire, et d'un travail parlementaire qui doit être effectué de façon plus lente et plus apaisée pour laisser toute sa place au débat, et notamment au débat en commission. Dans les archives de Marie-Ange Théobald, il dit à plusieurs reprises qu'il veut laisser le temps à ce travail en commission. Alors c'est vrai qu'on associe toujours le gouvernement Rocard au 49.3, aux 29 49.3 qui ont été appliqués, mais c'était souvent des 49.3 a posteriori, c'est-à-dire à la fin du débat, qui laissaient le temps au débat et non pas a priori. Et ça se retrouve beaucoup à la fois dans les interviews de Jean Poprennes ou dans les cartons, dans les échanges avec Marie-Ange Théobald. Donc accorder du temps, et d'ailleurs c'est selon les vœux du Premier ministre, puisque c'est dans la circulaire Rocard de fin mai 1988, il dit à ses ministres, il faut laisser le temps aux parlementaires d'effectuer leur travail.
Et je me suis permis de dire si Sébastien Lecornu avait eu un Jean Poprennes et un Guy Carcassonne et un Jean-Louis Gentil pour composer des majorités impossibles. Alors, il n'y aura néanmoins pas de fusion entre Michel Rocard et Jean Poprennes, notamment parce qu'il va y avoir le congrès de Rennes qui va laisser, comme d'ailleurs pour à peu près tout, le Parti socialiste, les rapports entre Matignon et l'Élysée, une trace quand même assez définitive. Il y a un avant et un après le congrès de Rennes, c'est ce que je crois on avait dit il y a 2 ans dans notre colloque sur 88-91. Et ça, on va le retrouver, et c'est d'autant plus paradoxal qu'il y avait eu un rapprochement. En 88-89, les relations avec Jean Poprennes apparaissent bien meilleures. Je l'ai dit tout à l'heure parce que le discours semble pouvoir se rapprocher, que les stratégies aussi semblent pouvoir converger à l'intérieur du Parti socialiste. Michel Rocard qui cherche à élargir son courant et à avoir de plus en plus de soutien au Parti socialiste dans le but de succéder un jour à François Mitterrand, et Jean Poprennes qui espère devenir premier secrétaire au terme du congrès de Rennes, et donc a besoin quelque part d'un rapprochement, ou en tout cas d'une fin d'animosité avec les rocardiens. Et ça se voit notamment au fait que Michel Rocard va participer à une réunion du courant Poprennes, en fait un grand colloque, si je ne me trompe pas, qui est organisé en mai 89 à la Sorbonne, et où il va prendre la parole avec un discours qui est finalement de bonne entente. Les discours semblent convergents entre les poprennistes et les rocardiens à ce moment-là. Donc il semble y avoir un rapprochement qui est possible, mais qui n'aura finalement pas lieu parce que les poprennistes sont déçus du score de leur motion, qui n'obtient que 5,5%. Ils ne sont pas en position finalement d'être le troisième homme. Oui, je le sais. C'est pour ça que je fais bien attention à ce que je dis. Donc ils ne sont pas en position d'être le troisième homme, et donc de pouvoir être l'homme de la synthèse et rassemblant l'intégralité du Parti socialiste dans ce grand moment de déflagration interne qui est le congrès de Rennes. Il y a même à ce moment-là une tentative de rapprochement. Alors je parle sous le contrôle de Gérald Lindeperg. J'ai lu ça dans la thèse de Mathieu Cabanis, où Jean Poprennes a demandé à Gérald Lindeperg s'il pouvait y avoir un rapprochement entre le courant rocardien et le courant popreniste pour que Jean Poprennes devienne le premier secrétaire. Et il semble y avoir un refus de Matignon à ce moment-là, parce que justement Jean Poprennes, selon eux, ne pèse pas assez. Et puis surtout, François Mitterrand a dit à Michel Rocard, surtout, ne vous mêlez pas du congrès de Rennes et ne faites pas la fusion avec quelque autre courant qui empêcherait Laurent Fabius de devenir premier secrétaire. Donc on a finalement ce moment de rencontre impossible autour du congrès de Rennes. Alors j'ai mis l'anecdote que j'ai trouvée amusante de Philippe Moreau-Chevrolet, qui est un communicant que vous avez peut-être déjà vu sur les plateaux télé, et qui à l'époque était jeune popreniste à Nantes, et qui donc est envoyé au congrès de Rennes, et à qui ses camarades, pour le bisuter, lui disent de soutenir la candidature, soutenir le courant rocardien, ce qui va lui provoquer, en fait, il n'a pas compris que c'était une blague, et donc il va être exclu à partir de ce moment-là du courant popreniste, et du coup il va devenir rocardien. Donc on voit que toutes les routes de Poprennes mènent à Rocard quelque part, celle du Rhône, mais aussi quelque part celle de Nantes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'il m'a raconté en tout cas, et ça avait l'air très sérieux. En tout cas, ça l'a marqué politiquement sur les débats internes du Parti socialiste. Alors, tu me dis si je suis trop long ? Parfait. Donc Jean Poprennes va redevenir après ça très très critique du gouvernement, surtout après son départ du gouvernement, donc après le départ d'Édith Cresson. Il est encore ministre sous Édith Cresson, mais à partir de 1992, il va retrouver sa pleine autonomie de parole, il va redevenir très très critique, parfois même jusqu'à l'excès. Alors j'ai relu le livre Socialiste, la chute finale, je l'ai même dans mon sac à dos. C'est quand même d'une violence extrême à l'égard des rocardiens, qui sont accusés de tous les maux, d'avoir converti le Parti socialiste au social-libéralisme, avec la complicité d'ailleurs de François Mitterrand, qui les a combattus, mais qui finalement leur a laissé toute la place par la suite en nommant Michel Rocard à Matignon. Et donc ils sont responsables de ce déclin, d'avoir fait que le PS n'était plus un parti de gauche, et d'avoir livré le pouvoir à la droite. Et d'ailleurs, pour lui, Rocard et Balladur, c'est exactement la même chose. Donc c'est un livre qui est vraiment très très violent, qui néanmoins ne reflète pas totalement les possibles rapprochements qu'il y a pu avoir entre certains poprennistes et certains rocardiens au même moment. Je pense notamment à l'intérieur du MJS. C'est un moment de profonde transformation au sein du MJS en 93. C'est le moment où le MJS obtient son autonomie. Et en fait, cette fronde interne contre les Fabiusiens
au sein du MJS est rendu possible par le rapprochement, c'est Christophe Clergeau qui le dit, entre les jeunes rocardiens venus de Forum et les jeunes poprénistes contre Fabius. Et donc ça va préparer le terrain à la grande réforme qui va être l'autonomisation du MJS par Michel Rocard en 1990, avec après la direction de Benoît Hamon. Alors, on a également, au sein de ceux qui ont pris de la distance à l'égard de Jean Poprennes, je pense notamment à Jean-Marc Ayrault, qui semble plus ouvert à une candidature Michel Rocard en 1995. J'ai retrouvé notamment cet article, cette interview dans Le Monde, le 20 novembre 1991, où Jean-Marc Ayrault dit qu'il faut désigner dès à présent Michel Rocard comme candidat à l'élection présidentielle de 1995, donc 4 ans auparavant. Je ne suis pas sûr que Jean Poprennes aurait été du même avis en novembre 1991. Voilà. Et puis Jean Poprennes qui va présenter sa propre motion au congrès du Bourget, donc qui est le congrès à l'automne 93, où Michel Rocard essaye de rassembler le plus largement possible, après une prise de pouvoir en avril 93 qui a été houleuse, on se souvient, la nuit des petits couteaux, comme l'avait titré le Libé à l'époque. Lors de ce congrès, où la motion Rocard rassemble très très largement au sein du Parti Socialiste, je crois à plus de 90%, non, moins de 90%, puisque Jean Poprennes fait 11%, mais plus de 80% en tout cas, Jean Poprennes présente sa propre motion, trouvant que la motion Rocard est trop social-libérale et a abandonné finalement ce qui était la ligne du Parti Socialiste. Alors malgré ces divisions, ces tensions, ça n'empêchera pas les deux hommes d'avoir quand même un profond respect l'un pour l'autre, Michel Rocard et Jean Poprennes. Et ça se retrouve à la mort de Jean Poprennes en 1997. Michel Rocard signe un article que vous pourrez retrouver sur le site michelrocard.org, qui est un hommage assez poignant et assez fort à l'égard de celui qui a pourtant été quand même son grand rival, il ne le cache pas. Il rappelle leurs relations anciennes et leurs désaccords profonds sur l'union de la gauche, sur le leadership de François Mitterrand, sur un tas de choses, la politique sociale, etc. Mais le fait est qu'il rend hommage au militant qu'a été Jean Poprennes en parlant... alors le titre de l'article exact, c'est « L'homme qui n'abandonnait jamais » ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça montre l'homme de conviction auquel il rend un hommage appuyé. Alors en forme de conclusion, puisque j'en ai pas parlé avant, je vous propose un flashback assez étrange, parce qu'il y a un élément qui aurait mérité quand même dans ce colloque, c'est pas pour critiquer, mais c'est pour compléter, quasiment une communication à part entière, et j'en profite puisque moi-même j'ai travaillé dessus, c'est Jean Poprennes, secrétaire national à la propagande entre 1975 et 1979, parce que en fait, il va avoir un rôle absolument essentiel dans la transformation du Parti Socialiste et de sa communication. C'est notamment le moment où le PS va passer de propagande, du secteur propagande au secteur propagande-communication, puis communication. Et ça, il va le faire notamment avec Joseph Daniel, qui est le responsable de la commission propagande au sein du Parti Socialiste, et avec une rénovation profonde d'un PS qui était, pour reprendre un langage un peu rocardien, archaïque au début des années 60, parce que aussi en termes de moyens financiers, le PS était à ce moment-là affaibli, au début des années 70, et qui va, à ce moment-là, se transformer complètement ses techniques de communication, s'ouvrir beaucoup plus à l'audiovisuel, s'ouvrir à des affichistes, à des jeunes affichistes. On peut penser notamment à Patricio Valenzuela, et avec des campagnes de communication qui sont assez novatrices pour l'époque, et effectivement Baillargeon, qui va donc transformer l'image du PS et porter finalement la reconstruction d'un parti qui arrivera au pouvoir en 1980. Et donc ça, voilà, je voulais en dire quelques mots, même si on l'avait déjà traité. Et il y a un très beau fonds d'archives ici à la Fondation Jean Jaurès sur le secrétariat national à la propagande sous la période Jean Poprennes. Merci beaucoup. Merci Pierre-Emmanuel Guigaud. Alors je pense on a un petit peu de temps pour quelques questions. Je parle sous le contrôle de Thierry, mais... Oui, un petit quart d'heure de questions. Oui, voilà. Ou de prise de parole relativement courte, s'il vous plaît, mais l'après-midi aussi sera l'objet de prise de parole de toute façon. J'ai une question pour Gilles. Bon. Oui, j'aurais pu vous demander d'abord. Je demande la parole parce que personne n'a levé la main. Il faut bien lancer donc la discussion. Et je voudrais surtout confirmer les propos que j'ai entendus en insistant sur tel ou tel point. Je pense qu'on a souvent dit que Michel Rocard aurait souhaité être président de l'Internationale socialiste. Eh bien, Jean Poprennes, lui,
a longtemps rêvé d'être premier secrétaire du Parti socialiste. Et je crois que ça revient assez souvent dans ses propos. On a dit que les rapports Popren-Rocard étaient fondés sur l'animosité, je dirais plutôt sur l'affrontement. Je dirais même que derrière cet affrontement, il y avait une espèce de connivence et de reconnaissance mutuelle. Moi, chaque fois que j'ai invité Michel Rocard à faire une réunion à Lyon, eh bien, Jean Popren venait, il s'installait au premier rang et il écoutait. Et après, il se serrait la main, il se congratulait, etc. Donc, il y avait quelque chose je pense que l'animosité, ça résume pas tout. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la personnalité de Jean Popren était quand même peut-être plus complexe qu'on ne l'imagine. Et deuxièmement, il y avait des points de fermeté qui étaient très forts chez Jean Popren. Il y avait la laïcité, on l'a dit. Il y avait aussi le danger de l'islamisme qu'il a été et de l'influence de l'islamisme à l'intérieur notamment des quartiers et du système éducatif. Et il était un des premiers, je pense, à mettre l'accent là-dessus. Et puis je confirme enfin que les rapports de Jean-Louis Gentil avec Guy Carcassonne étaient très proches, mais aussi avec Jean-Claude Petit-Demange, qui à l'époque a été chef de cabinet avant Yves Colmou de Michel Rocard. Et il y avait de la part de Jean-Claude Petit-Demange vraiment, je ne veux pas dire une fascination, mais enfin, c'était vraiment quelque chose de très proche avec lui. Voilà. Et puis enfin, le congrès de Rennes, effectivement, j'ai été à 2 reprises. Je n'étais pas tout seul lorsque Jean Popren est venu. J'étais avec Michel Sapin à l'époque et Jean-Claude Petit-Demange. Et c'est vrai qu'il est venu, Jean Popren, à deux reprises, une fois vers 1h du matin, une autre fois vers 4h du matin, en disant, mais c'est vrai, vous voulez vraiment pas que je sois premier secrétaire, etc. Il a proposé une alliance, mais qui ne tenait pas debout, malheureusement, malheureusement pour lui en tout cas, puisqu'il avait fait entre 5 et 7%, j'ai oublié le chiffre exact. Donc on ne devenait pas premier secrétaire avec un score pareil. Donc voilà. Donc je confirme beaucoup des choses qui ont été dites. Oui, je voulais juste apporter un complément sur les relations entre Michel Rocard et Jean Popren pour rappeler qu'elles ont commencé en fait au tout début des années 60 à l'intérieur du PSU où Jean Popren était chargé de la formation et où Michel Rocard, auprès de lui dans l'équipe de formation, animait les stages de formation. Je crois qu'il y a eu... ils n'étaient pas du tout sur le même plan à l'époque, puisque Jean Popren était un des dirigeants d'un des groupes fondateurs, alors que Michel Rocard était un jeune militant qui avait certes contribué à l'organisation de la minorité socialiste qui allait créer le PSA puis se fondre dans le PSU, mais ils n'étaient pas du tout sur le même plan. Il y avait, je pense à ce moment-là, à la fois une certaine fascination, en tout cas du respect de Michel Rocard pour l'intellectuel et l'historien qui était Jean Popren. Je rajouterais d'ailleurs à l'énumération que Gilles Candard a faite des figures illustres qui composaient Tribune du communisme. Il y avait aussi Emmanuel Leroy-Ladurie dans ce groupe, donc c'était quand même quelque chose non négligeable. Enfin, pour ceux qui ont évolué ailleurs, et en tout cas très significatif. Et dans ce secteur de formation, eh bien, c'est aussi un des moments où Michel Rocard a appris à résister à l'influence de Jean Popren en matière de formation. Et c'est aussi comme ça qu'il a construit une partie des réseaux qui lui permettront ensuite de devenir un des dirigeants du PSU. Oui, merci Jean Malo. En complément de ce qui a été dit effectivement, sur le cabinet de Jean Popren en relation avec le Parlement, pour y avoir succédé à Jean-Louis Gentil à l'époque, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y avait une grande cohérence entre l'organisation du cabinet, la manière dont il travaillait et la manière dont Popren concevait la transformation de la société. Il voulait toujours rester en contact, au-delà du vote de la loi, etc., rester en contact avec le terrain, avec les militants, avec les corps intermédiaires, les forces sociales, etc., pour que les lois qui pouvaient être votées
trouve un débouché concret. La mise en œuvre, tout ça est connu, mais il le vivait au quotidien. C'est-à-dire qu'il organisait, Dominique en a parlé tout à l'heure, très régulièrement des réunions de militants à son cabinet, de son courant, pour écouter et mobiliser toujours. Et il y avait cette loyauté qui était extrêmement importante pour lui. C'est-à-dire que autant il était capable, et il ne s'en privait pas, de critiquer à l'intérieur du gouvernement la politique qui pouvait être conduite, autant à l'extérieur, c'est-à-dire devant le parlementaire, devant la presse, etc., d'une loyauté absolue. Et ça, je crois que c'est très important et que c'est très représentatif de son action. Deuxième chose que je voudrais dire, et je crois que Rocard l'appréciait aussi beaucoup pour cela, c'était, je crois, le seul ministre qui était capable de défendre à peu près tous les projets de loi. Franchement. Moi, je l'ai vu fonctionner. Quand un projet de loi passait au Conseil des ministres, il avait déjà en tête, ou une proposition de loi qui allait être inscrite à l'ordre du jour, il avait déjà en tête quelle majorité il allait falloir trouver, il avait déjà en tête quel argumentaire il fallait déployer, et il était prêt. Et quand un ministre, parfois, j'ai vécu ça avec Bianco et avec d'autres, lui disait ouais, j'ai pas le temps, etc., etc., ok, il y allait, et il tenait le débat, et ça se passait très bien, parce qu'il avait toujours un coup d'avance. Et je pense que Rocard appréciait ça aussi. Oui, merci. J'aimerais revenir brièvement sur les relations Popren-Mitterrand-Rocard. Donc, quand il y a eu la première cohabitation, l'Élysée a changé ses méthodes de travail par rapport à Matignon, évidemment. Quand les socialistes sont revenus au pouvoir, donc avec Michel Rocard, on a remis en place une meilleure communication de l'information, mais pas autant qu'avant. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système Mitterrand a mis en place un système un peu intermédiaire, parce que je ne dis pas qu'il se méfiait, mais enfin, un peu quand même. Et donc, évidemment, Popren faisait partie de ce dispositif qui permettait à Mitterrand d'être très bien informé de ce qui se passait, peut-être même mieux par moment que le Premier ministre. Oui, moi je voulais revenir un petit peu sur ces relations évoquées là entre Popren et Rocard. Alors moi je perçois les choses d'une façon peut-être un petit peu différente. Pour moi, c'est pas une question d'animosité. C'était deux lignes politiques différentes qui étaient débattues au sein du parti et qui est après. On l'évoquait là, le fait que Popren était loyal quand il était au gouvernement. Pour moi, c'était pas la personne des coups tordus. On se débattait sur les idées. Quand je pense aujourd'hui comment ça s'insulte, etc. Moi, dans les réunions de courant, j'ai jamais entendu Popren insulter Rocard. Non, on était sur des débats d'idées. Et franchement, moi personnellement, je n'ai jamais entendu évoquer une fusion possible entre le courant Rocard et le courant Popren, parce que à ma connaissance, il y a un certain nombre de militants du courant Popren qui s'y seraient fondamentalement opposés. Enfin, je vois pas. C'était vraiment deux lignes politiques différentes. C'était des choix. Donc, par contre, il y avait respect entre les deux parce que les deux savaient que l'un comme l'autre avaient leurs idées. Et c'était pas sur des questions d'hommes. Pour moi, c'est ça la particularité, et c'est en ça qu'il pouvait y avoir un respect mutuel. Parce qu'on est là sur, c'est pas la même conception, on argumente, c'est un débat, un vrai débat politique, et c'est pas sur des questions de fidélité à tel ou tel, de petit groupe qui va soutenir son poulain. Pour moi, on n'était pas dans cette logique-là, même si donc il y avait une représentation des idées de l'un et de l'autre à travers les personnes, on était quand même sur des débats d'idées. Moi, j'avais une question pour Gilles Condard. Sur la question, je trouvais très intéressant, je ne connaissais pas du tout l'Isère. Et est-ce qu'il y a eu un intérêt, puisque quand même, on peut imaginer les popréministes un peu plus laïcards que les rocardiens, par exemple, ou le reste du Parti socialiste. Est-ce qu'il y a eu un intérêt pour la question de l'athéisme qui se pratiquait dans les pays d'Europe de l'Est? Question intéressée. Alors,
Alors moi je dis jamais laïcard, hein, ce qui prouve peut-être que j'ai été formé par le propriétaire, j'étais militant popréiste. Je dis laïque, quoi. Oui, et c'est vrai, et ça c'est vrai que sur la question laïque, même localement, la spécificité du courant Popren comme étant bien marquée sur le camp laïque par rapport à des militants qui pouvaient appartenir à d'autres groupes, Vie Nouvelle, etc. et autres, et qui étaient... C'était pas seulement les rocardiens, hein, ça pouvait être aussi chez les mitterrandistes ou au CRS. Et d'ailleurs, justement, enfin, localement en banlieue sud, je connais un peu la banlieue sud, on trouvait souvent que du côté du CRS et des rocardiens, il y avait un peu une matrice Vie Nouvelle qui était commune, quoi. Et donc, les poprénistes étaient différents. Alors, l'intérêt pour l'athéisme, ça, c'est un peu une colle. Je vois pas, a priori, je vois pas forcément, mais pour ça que j'ai voulu, parce que ça fait un peu oublié, parler déjà de la contraception dès le départ. Il me semble qu'il y avait une ouverture sur des questions de société qui était parfois un petit peu pointue, disons, dans les réunions un peu comme ça de l'IRIS et autres, qui se disaient pas forcément dans les textes qui étaient retenus, mais je l'ai entendu, disons, parfois dans les réunions auxquelles j'ai pu assister. Alors, j'ai pas gardé de souvenirs particulièrement sur l'athéisme en tant que tel. Il faut bien reconnaître que quand on parlait des pays de l'Est, c'était souvent avec justement un côté critique, un côté très marqué par le printemps, Tchécoslovaquie, donc par tout ce qui était courant de gauche, marxiste, mais anti-stalinien, anti-soviétique, anti-communiste. C'était un peu ça notre marque spécifique, et qui nous permettait après d'avoir des éléments à dire dans les discussions avec les camarades communistes pour dire que c'était pas aussi idyllique que ce qu'ils disaient. Et ça faisait passer les éventuels compromis que nous étions obligés de faire dans une autre stratégie en France. Mais au moins, nous étions toujours sur le plan des respects de la démocratie politique et des principes. C'était un peu comme ça que ça se jouait, quoi. Mais je ne sais pas si les gens qui ont bien connu les réunions de l'IRIS, si ça vous dit quelque chose. Cette question des mouvements directement athées. En principe, oui, à un moment, alors effectivement, au moment de la loi sur l'école, l'opposition à l'enseignement privé était évidemment sous-jacent, mais ce n'était pas la question de savoir telle ou telle philosophie, quoi. Je pense oui. C'est ma perception. Oui. Hein. Plutôt que par rapport à de l'athéisme, c'est plutôt le fait que la raison et tout ce qui est ce qu'on évoquait historique lié à la Révolution, mais la question justement des fondements, le rationalisme, c'était plutôt ça qui était défendu. Et quand on défend ça, automatiquement, on est un peu moins quand même tourné vers des religions ou des pensées qui ne soient pas la réflexion, la raison, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Oui. Alors, Colette-Audry, le rationalisme, c'était important dans ses prises de position plus marquées. Ce qui explique peut-être d'ailleurs le côté filiation avec René Frégosi, qui a insisté peut-être un petit peu trop, qui explique peut-être un peu une certaine marginalisation de l'Isère en fin de période. Une hypothèse qu'on peut émettre. Mais bon, je dis ça... Encore une fois, c'est loin de mes champs, en principe, d'intérêt. Mais dans mes souvenirs, et en voyant comment ça s'est retrouvé un petit peu mis sur une voie de garage sur la fin, quoi. Je vous propose d'approfondir peut-être ce sujet cet après-midi, après la première table ronde qui sera consacrée justement... Ah bon, je croyais que c'était tu nous invitais à venir prendre un verre. Merci à tous et bon appétit. Merci. Merci.